Dans ce module concernant les réseaux locaux et leur architecture, nous allons nous intéresser au partage d'accès aux médiums. Vous apprendrez quelles sont les différentes stratégies permettant de partager l'accès aux médiums de manière coopérative, les avantages et les inconvénients de chacune, et également les conditions d'utilisation. Revenons d'abord sur le problème posé. Plusieurs machines doivent partager un même médium, qu'il s'agisse de l'air, pour les réseaux radio par exemple, ou d'un câble ou d'une fibre optique. Ces stations sont branchées sur un même réseau, elles doivent communiquer ensemble, mais surtout accéder au médium de manière équitable. Il faut donc qu'on puisse échanger de l'information pour pouvoir se raccorder sur le médium, mais également gérer collaborativement le partage. Il faut donc mettre en place des stratégies de résolution des conflits d'accès. Historiquement, il y avait une solution totalement centralisée, c'est-à-dire que la station maître décidait de la station ou du terminal qui pourrait obtenir le droit de parole. Cela simplifie grandement le problème puisqu'il n'y a qu'une seule règle et qu'un seul ordinateur qui décide. Mais avec l'arrivée des réseaux locaux, les architectures distribuées, toutes les stations ont le même statut. Il n'y a pas de raison de dire que telle ou telle machine aura un statut de maître et que les autres ne seront considérés que comme des terminaux. Donc toutes les stations doivent partager la même règle d'accès, garantissant un partage équitable du médium de communication. Donc la gestion centralisée, qui était historiquement la première, reposait sur la commande dissymétrique entre un ordinateur et des terminaux, l'ordinateur étant le primaire, les terminaux étant les secondaires, les esclaves. Vous pouvez noter que cette commande dissymétrique était mise en œuvre dans la version multipoint dissymétrique de HDLC. Le principe de fonctionnement est très simple. Le maître émet des commandes, il les destine à un esclave particulier, l'esclave répond et éventuellement dans une réponse, il demandera un droit de parole grâce à un tag ce qui était le rôle du bit PF. Si l'ordinateur estime qu'il peut donner la parole à tel ou tel terminal, à tel ou tel esclave, eh bien, il lui donnera le jeton de parole via ce fameux tag PF, et l'esclave pourra à ce moment-là envoyer des commandes, mais il les envoie exclusivement au maître. Et il rendra le jeton de parole lorsqu'il aura fini. Bien évidemment, l'ordinateur maître, l'ordinateur primaire, peut décider de reprendre le jeton à tout moment. Si l'organisation centralisée a l'avantage de la simplicité, elle n'est pas forcément simple à mettre en œuvre si on avait un réseau local. En effet, le médium est une ressource critique partagée par toutes les machines. Une seule station peut émettre à un instant donné, mais toutes les machines ont le même rôle et le même statut. Nous ne disposons donc pas de machine primaire de référence. Alors, pour résoudre ce problème, l'architecture ISO a eu une première modification en décomposant la couche liaison de données en deux sous-couches. La sous-couche MAC, Media Access Control, et la sous-couche liaison de données à proprement parler qui gère la liaison logique. Le problème dans les réseaux locaux est que le délai de transmission de quelques dixièmes de microsecondes fausse malgré tout l'image que les différentes stations ont du médium. C'est-à-dire que si une station voit du silence, voit un médium vide, eh bien, ce médium n'est pas forcément vide, c'est peut-être qu'un signal n'est pas encore arrivé jusqu'à la station. Donc ça, c'est un premier problème qu'il va falloir résoudre. Et puis le deuxième problème, c'est de s'assurer qu'une ou deux machines ne trustent pas complètement le médium et qu'on puisse garantir un temps de parole équitable pour toutes les machines. Alors, comment régler ce problème? Eh bien, on va trouver trois familles qui permettent de gérer le partage du médium. Les familles déterministes, à compétition et la famille mixte, qui est un compromis entre les deux. Dans les familles déterminisme, les mécanismes de coopération sont en fait des préallocations au niveau du temps. Par exemple, la méthode AMRT va décomposer le temps en différents slots et une machine sera titulaire d'un slot, pourra ou émettre si elle a des données à émettre ou conservera du silence si elle n'a rien à dire. On peut faire aussi circuler des conteneurs ou faire passer des jetons de parole. Ça va être utilisé par exemple pour le réseau IBM Token Ring. On peut aussi avoir des mécanismes à compétition comme le CSMA-CD qui est utilisé pour Ethernet ou adapté avec le CSMA-CA pour le réseau Wi-Fi. Chaque station va essayer de prendre le contrôle du réseau sans avoir obligatoirement de lien avec les autres stations. On va écouter, et puis si jamais il y a une collision, si jamais il y a des
deux machines émettent en même temps, eh bien, il y aura des collisions sur le réseau, on s'apercevra qu'il y a un problème et on essayera de régler ce problème. Commençons donc par l'accès déterministe qui est le plus simple. La méthode AMRT suppose qu'on divise le temps en autant de slots qu'il y a de machines. Alors, la station 1 aura la tranche 1, la station 2 aura la tranche 2, la station 3 la 3, la station 4 la tranche 4. Et on recommence quand on a fini. Chaque tranche de temps va représenter peut-être une ou quelques millisecondes. Si une station a des données à émettre, eh bien elle peut les émettre à ce moment-là. Si une station n'a rien à dire ou n'a plus rien à dire, eh bien il y aura du silence. Dans notre petit exemple, la station 1 est une station très bavarde. Elle va utiliser à plein le temps de parole. Par contre, la station 2, qui n'a strictement rien à dire, va utiliser son temps de parole pour du silence. Donc tout le monde va perdre du temps. Si on a peu d'informations à envoyer, comme la station 3 ou la station 4, eh bien on n'enverra des données que pendant le temps où on a ces données à envoyer. On peut aussi noter que si des données arrivent doivent être émises pendant qu'on a le temps de parole, eh bien on aura eu du silence, puis on émettra des données. Par contre, dès que le temps de parole s'arrête, eh bien on devra s'arrêter d'émettre. Alors on voit qu'il y a beaucoup de gâchis. Une autre solution, c'est de travailler avec des conteneurs. Au lieu de donner un slot de temps, on va faire circuler simplement un petit conteneur, on peut le voir un peu comme un seau, comme un petit wagon qui va circuler sur le réseau. Si le conteneur est plein, eh ben, je ne peux pas mettre de données dedans. Par contre, s'il est vide, je peux le remplir au vol. La station destinatrice pourra vider le conteneur et à ce moment-là, on va dire que le destinataire n'aura pas le droit de remplir immédiatement le conteneur, tout ça pour garantir l'équité. Évidemment, cela suppose qu'on puisse modifier au vol l'état du conteneur pour dire s'il est vide ou s'il est plein, et donc qu'on utilise des prises actives. C'est par exemple utilisé sur le réseau des QIDB avec des cellules qui sont très petites. C'est le fameux demi-burst qu'on utilise en télécommunication avec 5 octets d'entête et 48 octets de charge utile. Et c'est aussi ces demi-bursts qui sont utilisés pour la commutation cellulaire, c'est-à-dire les réseaux de téléphonie mobile. Donc, prenons notre petit exemple. Un conteneur vide passe devant la station 1. La station 1 le remplit et on va aller jusqu'à ce que la station 4 le vide, si la station 1 doit communiquer avec la station 4. Donc là, on n'a pas perdu de temps. Le container repasse vide devant ST1, mais on n'a pas le droit de le toucher. Il passe vide devant la station 2, qui n'a pas le droit qui n'a rien à dire. La station 3 voit arriver un conteneur vide, elle le remplit, et donc il va passer et il sera vidé par le destinataire, tout simplement. Vous voyez que si une station n'a rien à dire, on passe le tout, mais le container n'est quand même utilisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser le temps de transport comme quelque chose d'utile. Alors, le problème de cette méthode de la méthode par container est le temps de transport lié au paquet d'informations. C'est valable si on a des petits paquets d'informations qui peuvent quasiment tenir dans un conteneur. Une autre solution, c'est de faire passer un micro-conteneur avec des données, c'est le jeton de parole. Donc on va avoir une méthode déterministe. Quand une station veut émettre et qu'elle voit passer un jeton de parole, eh bien elle va le prendre. Et quand elle aura fini de lancer son émission, elle cédera son jeton de parole à la suivante. Alors, cette architecture relativement simple en analogique était utilisée sur le BusMap, c'est-à-dire un réseau industriel. On a quand même une petite perte de rendement, mais elle est très réduite puisque le jeton, c'est un bit. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on perd un jeton. Eh bien, soit il y a la station qui doit le recevoir, soit la station qui le détient, devront se mettre en compétition pour décider de qui pourra réémettre un jeton. Mais on voit que là, on va vraiment limiter le plus possible la perte de temps, puisqu'on ne va faire passer que quelque chose de très petit. Une autre solution concerne des jetons dits priorisés. C'est ce qui est utilisé sur le réseau Token Ring d'IBM. On ne donne pas le jeton directement pour une station, mais on le donne pour quelqu'un qui va avoir un certain niveau de priorité. Cela suppose que les stations, dans le temps, puissent faire évoluer leur priorité et au plus une station sera inactive, ne pourra pas émettre, attendra, au plus sa priorité augmentera. Ainsi,
on devrait pouvoir, grâce aux prises actives, modifier au vol le niveau de la priorité et transformer une trame de jetons en une trame de données. Prenons un exemple. La station 2 dispose d'un jeton de priorité 2. Les deux stations S4 et S6 veulent émettre. S4 a une demande de priorité 2 et S6 a une demande de priorité 4. On va supposer que S6 est parti avec une demande de priorité très élevée pour envoyer par exemple un message de type shutdown. Néanmoins, S2 va envoyer son jeton. S4 voit passer un jeton de priorité 2, elle avait une priorité 2, et bien elle prend ce jeton. Elle va pouvoir émettre des données. Donc on émet une trame de données de type D, et on va placer le niveau de priorité demandé à 0. S5 n'avait rien à dire, n'y touche pas. Par contre, S6 voit passer des données, c'est pas un jeton, il peut rien faire, mais il voit qu'il va pouvoir demander d'avoir un jeton avec une priorité 4. Donc S6 va va continuer l'envoi, mais simplement en modifiant le niveau de priorité dans la trame de données qui passe à 4. Et on arrive ainsi à la station 4 qui va pouvoir, quand elle retrouve la trame qu'elle a envoyée, réinjecter dans l'anneau une trame de type jeton avec une priorité 4 et S6 pourra récupérer ce jeton pour pouvoir émettre ses données. Une autre solution concernant le partage du médium est l'accès à compétition. Dans les années 80, un premier protocole appelé Aloha avait été défini. Le principe est très simple, vous allez le voir. On va prendre une métaphore. Supposons que vous ayez une voiture. Vous avez votre véhicule dans le garage, vous voulez sortir. Qu'est-ce que vous faites avec Aloha? Vous voulez sortir de chez vous? Eh bien, vous allez fermer les yeux, vous vous accrochez au volant et vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Et vous gardez une oreille ouverte. Si vous entendez « boum » à la sortie du garage, ça veut dire qu'il y a eu une collision. Alors, comme dans les dessins animés, vous allez sortir de la voiture, vous allez ramasser les petits morceaux par terre, et puis vous allez rentrer chez vous et vous allez bouder, c'est-à-dire que vous allez dormir pendant un temps aléatoire. Quand vous allez vous réveiller, vous allez recommencer. Alors, cette première solution, on voit que ça peut bien marcher si le réseau est peu chargé. Par contre, c'est très peu productif parce que si vous voyez passer des données, forcément, vous allez entendre « boum ». Donc, en fait, une amélioration de l'algorithme d'Aloha, c'est l'accès à compétition CSMA-CD. C'est-à-dire qu'on va regarder à gauche, à droite, est-ce que je vois arriver une voiture? Ou est-ce que j'ai une voiture devant ma porte de garage? Oui, bon, eh ben, je pars déjà bouder dans mon coin, c'est-à-dire que je vais m'endormir pendant un temps aléatoire. Si je n'ai pas de voiture, je sors pied au plancher en écoutant d'une oreille. Évidemment, si on est plusieurs à jouer avec la même règle du jeu, forcément, on peut être éventuellement plusieurs à émettre des données, donc on aura une collision. C'est-à-dire qu'on va entendre boum, c'est-à-dire que la donnée que je vais entendre n'est pas celle que je vais émise. Dans ce cas-là, je vais analyser qu'il y a une collision. Alors, je ne suis pas très bonne joueuse, mais si je suis plantée, j'ai joué à planter les autres, c'est-à-dire que je vais renforcer la collision, c'est-à-dire que je vais continuer à envoyer un certain nombre d'octets pendant un temps suffisamment long pour que tout le monde sache bien qu'il y a une collision. Et puis ensuite, je pars dormir pendant un temps aléatoire. Si je me réveille, je vais regarder. Est-ce que le réseau est libre? Ouais. Eh ben, je peux envoyer mes données. Et j'écoute. Si le réseau n'est pas libre, eh ben, je vais encore dormir un peu. Pour garantir que les machines ne se réveilleront pas en même temps, eh bien, on va avoir un agrandissement de l'intervalle de sommeil. Au plus on aura de collisions, au plus l'intervalle de sommeil aura une durée qui va croître en fonction du nombre de collisions non résolues. Donc, à ce moment-là, la probabilité que deux machines qui ont été en collision se réveillent ensemble devient très faible. Donc voilà l'accès pour CSMA-CD, c'est ce qui est retenu par exemple pour Ethernet. Dans le cas des réseaux Wi-Fi, on a un problème qui est presque similaire au réseau Ethernet et aussi très différent. En effet, on partage le médium R et où il y a un fort risque d'erreur, c'est-à-dire que mon signal reçu peut, avec de grandes chances, contenir des informations qui pourront être erronées. C'est lié aux perturbations, aux échos, aux réflexions, etc. Alors, mon petit problème, c'est qu'avec un débit limité et ces forts risques d'erreur, eh bien, comment va-t-on faire? Si ma liaison n'est pas fiable, nous avions vu dans le protocole HDLC qu'en cas d'erreur, on avait tendance à faire des acquittements trame par trame. Donc c'est le choix qui va être retenu, bien évidemment, pour le Wi-Fi. On va envoyer des données et celui qui les reçoit devra les acquitter. Maintenant, je peux utiliser cette connaissance que j'ai du réseau logique pour adapter la règle de partage du médium.
On va simplement se dire que CSMA-CD avait une très bonne efficacité, mais quand même avait beaucoup de risques de collision. Donc, comme je fais ce contrôle trame par trame, je vais utiliser ça et je vais dire celui qui émet des données, et elle va émettre ces données. Ensuite, on va devoir attendre un petit peu parce que le signal se propage dans l'air, il y a des réflexions. Donc, on va attendre un petit temps de silence pour, en quelque sorte, purger le médium, faire en sorte que toutes les queues de signal qui sont liées à cette émission se soient dissipées. Celui qui a reçu les données, on sait très bien qu'il va vouloir les émettre. Donc, après ce premier temps destiné à purger un peu le médium R, eh bien, celui qui a reçu va avoir le droit d'émettre son acquittement. Donc, c'est le délai maximum pour envoyer une réponse. Bien évidemment, si celui qui a reçu les données ne les a pas reçues, il n'enverra pas de réponse. Donc, au-delà d'un délai un peu plus grand, eh bien, une machine pourra reprendre la main. Donc, on voit qu'avec la gestion du temps, on va pouvoir partager le médium et tirer parti de l'exploitation de la connaissance qu'on a du protocole au niveau liaison de données pour pouvoir répondre le plus tôt possible en évitant les collisions. C'est le Collision Avoidance, le CA du CSMA. Alors comparons maintenant ces différentes méthodes d'accès au médium. On voit que les méthodes déterministes ont un temps d'accès borné. Si le réseau est peu chargé, eh bien dans les méthodes à jetons, on va pouvoir parler tout de suite. Et sinon, si j'ai n machines, eh bien au bout de n slots de temps, on pourra être sûr qu'on va obtenir une réponse et à obtenir le réseau, à savoir qu'on pourra émettre les données. Au plus le réseau est chargé, au plus on aura de chances d'attendre lorsqu'on a une méthode à jetons. Par contre, quand je suis dans une méthode à compétition, si le réseau est peu chargé, je vais pouvoir transmettre mes données quasi instantanément. Donc j'aurai des temps d'attente très faibles. Mais si le réseau devient très chargé, eh bien, je vais avoir une situation où j'aurai beaucoup de collisions, voire presque que des collisions, et je ne pourrai plus transmettre d'informations. Donc dans le cas du CSMA-CD, eh bien, on va avoir potentiellement des délais d'acheminement infinis. Alors quand on est dans un monde industriel, on peut avoir des contraintes de temps, et donc une résolution déterministe d'un conflit quand le réseau sature pourrait être un bon compromis. C'est la méthode mixte, c'est le CSMA-DCR. Toutefois, ce compromis adaptatif demandait à mettre en œuvre des composants matériels assez complexes. Ceci explique donc que, au détriment de cette méthode-là, on ait privilégié du réseau Ethernet classique au niveau industriel, mais en ayant des grandes classes de débit pour garantir que le réseau soit très peu chargé, qu'on ait de très bons temps de réponse. Donc, pour fixer les idées, les méthodes d'accès mixte qui ont été utilisées dans le réseau Factor, qui était un réseau industriel, supposaient d'avoir une résolution déterministe des collisions. Donc, on a un temps moyen le plus faible possible puisqu'on tire parti de l'accès de la méthode à compétition CSMA-CD et le temps maximum d'accès au réseau est garanti et est borné. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'essais sur collision, on repasse à une méthode déterministe. Si le réseau est peu chargé, on a les performances du CSMA-CD. Si le réseau est très chargé, on se retrouve avec des performances similaires aux jetons.